Alors, je vais être plutôt incité à rebondir sur ce qu'a proposé ma chère collègue et amie Valérie, à savoir jouer la provocation, puisque en droit du financement, si on accepte d'évincer tout ce qui touche au droit de la consommation, on va s'attacher plutôt à regarder si la médiation est pratiquée ou praticable dans les contrats de financement. J'entends par contrat de financement les contrats vraiment de droit des affaires ou les contrats de fonds d'investissement. Alors, pour comprendre cette question, il faut déjà faire un état des lieux qui n'est pas favorable à la médiation. Pourquoi il n'est pas favorable à la médiation? D'abord parce que la matière du droit du financement est toute dirigée vers un contrat type que tout le monde, praticien, connaît, qui est le LMA, Loan Master Agreement, qui est un contrat type d'origine anglo-saxonne, qui a été importé dans notre droit français et qui a une caractéristique d'avoir été effectué par des cabinets anglo-saxons et des grands prêteurs, mais qui a une caractéristique autre, c'est que toutes les stipulations contractuelles tendent vers un double but. Premier but, c'est la protection du prêteur. Deuxième but, l'unilatéralisme des dispositions contractuelles. Alors, je vais essayer d'avoir un discours assez nuancé, tout à la fois comme universitaire, mais aussi comme praticien et, la pire des choses, conseil des prêteurs, pour voir quel est l'élément qui peut être rattaché à la médiation. D'abord, le contrat de financement est surtout un contrat qui n'est pas un contrat de collaboration. Ce n'est pas un contrat de distribution, ce n'est pas un contrat de franchise, ce n'est pas un contrat où De Moog pensait y trouver une micro-société. C'est un contrat tourné vers l'égoïsme de deux parties, et notamment de l'égoïsme d'une seule, le prêteur. Donc on est déjà dans une situation qui est un petit peu différente par rapport aux autres contrats commerciaux au sens large. Donc, le contrat de financement doit répondre à deux impératifs. En premier lieu, il doit respecter le droit discrétionnaire du prêteur de consentir ou de ne pas consentir le financement. C'est de jurisprudence acquise. Nous savons que la Cour de cassation, en assemblée plénière, dans un arrêt du 9 octobre 2006, a consacré ce droit totalement discrétionnaire du prêteur à prêter ou à ne pas prêter. Droit totalement discrétionnaire qui a été, en droit positif, confirmé, étendu, très élargi par un arrêt de la Cour de cassation du 25 octobre 2017 où la Cour de cassation a affirmé, dans un attendu de principe, que la liberté discrétionnaire du prêteur s'entend de toutes sortes de concours financiers et s'entend tant dans l'octroi initial que dans le renouvellement d'un concours financier. Donc, nous sommes déjà dans une situation où le contrat de prêt est orienté vers un droit discrétionnaire qu'a le prêteur. À cela s'ajoutent plusieurs points de technique contractuelle, puisque nous savons que, au titre de l'octroi de prêt, il n'y a pas pratiquement de contrat de prêt sans l'insertion de clauses de déséquilibre significatif qu'on appelle les clauses MAC, Material Adverse Change, ou MAE, Material Adverse Effect. Ces clauses ont un seul but, renforcer le pouvoir discrétionnaire du prêteur à ne pas prêter. Elles contractualisent la possibilité pour le prêteur de retenir la remise des fonds initiale ou plurale dans le cas d'un tirage multiple, retenir sous prétexte ou au motif que la société a vu sa notation financière diminuer, que les ratios financiers ne sont pas respectés dans la société, qu'un événement considéré comme étant significatif est arrivé dans l'activité économique de la société. Donc, toutes ces clauses ont d'abord un but, une portée, et selon votre empathie avec le prêteur, on dirait une vertu,
une vertu donc prophylactique. Il s'agit d'éviter de prêter et de concourir éventuellement à aggraver la situation de l'entreprise. Donc ces clauses ont pour but, la pratique a pour but de stipuler, d'encadrer, de renforcer ce droit discrétionnaire. Déjà, lorsqu'on parle de droit discrétionnaire, on est très loin d'un contrat de collaboration et on tend à s'éloigner de l'idée qui nous a été très brillamment exposée de la médiation qui revient à rassembler les parties. Ici, ces clauses ont pour but précisément de les éloigner. Donc déjà, sur ce point, il est assez difficile d'imaginer que ces clauses, alors, les techniciens du droit diront que ce sont des conditions suspensives ou des conditions résiliatoires ou résolutoires, mais le débat n'est pas là. Donc déjà, au titre de ces clauses, dans cette première partie du contrat de financement, l'octroi des fonds, c'est même sa première finalité, y a-t-il place à la médiation ? La question doit être posée différemment. L'établissement de crédit a-t-il intérêt à stipuler une clause de médiation ? Alors je serais tenté de dire universitairement oui, bien sûr, pratiquement non. Honnêtement, quel est l'intérêt pour l'établissement de crédit de passer à la médiation ? Franchement, et je me veux volontairement provoquant face à autant de médiateurs, franchement aucun. Il n'y a aucun intérêt. Est-ce que le médiateur va se substituer au comité de crédit de la banque ? Bien sûr que non. La décision a été prise, elle est irrévocable, et le prêteur ne prêtera pas. N'oublions pas une chose, non pas pour me faire, entre guillemets, l'avocat du diable, ou l'avocat des prêteurs, la banque a déjà emprunté, ou va emprunter. C'est une vision un petit peu d'économie très pastorale que de dire que la banque a un tas d'or sur lequel elle va prêter. Bien sûr que non. La banque n'a pas dans ses dépôts suffisamment de numéraire pour prêter. Donc elle a déjà elle-même ou elle va déjà elle-même emprunter sur l'interbancaire. Donc déjà, on est dans une situation où le médiateur pourra difficilement l'inciter à emprunter elle-même pour reprêter ensuite. C'est en deux phases. Donc déjà, on a cette difficulté dans la période, on va dire, en amont du contrat de financement, c'est-à-dire à la remise des fonds. Est-ce que, mais le débat sera évidemment ouvert, est-ce que la médiation trouverait une place plus agréable, ou en tout cas plus praticable, dans le deuxième temps du contrat de financement? Quel est ce deuxième temps ? En fait, c'est le temps, on va dire, pathologique. C'est-à-dire le temps où nous admettons que l'emprunteur n'a plus, ou le prêteur considère, anticipe qu'il n'aura plus la possibilité de rembourser. Pour arriver à ce deuxième but en matière de financement, il y a toujours les mêmes clauses, mais dans des stipulations différentes. Ces clauses vont permettre d'anticiper la défaillance de l'emprunteur. Donc nous sommes dans une situation où l'extrême rapidité de réaction du prêteur est consubstantielle à ces clauses. À nouveau, des MAC, des MAE, voire même des cross-default, défauts croisés, des clauses de défaut croisés. Il s'agit donc, dans cette hypothèse, d'un emprunteur qui rembourse son prêt, n'est pas en état de défaillance du service de sa dette, mais le prêteur considère qu'en raison, là aussi, d'événements significatifs, majeurs, demain, il ne pourra plus rembourser. Les Anglais appellent cela la clause de rapidité ou ce que l'on appelle la race to the court, c'est-à-dire la course à la cour. C'est le premier arrivé qui gagne. À quoi servent ces clauses ? Elles servent à contractualiser une défaillance qui n'est pas une défaillance en termes de service de la dette, mais une défaillance, là encore, dans le respect de ratios financiers qui, n'étant plus respectés, annoncent, pour le prêteur, des jours
moins meilleur, et c'est-à-dire annonce évidemment une probable défaillance. À quoi ces clauses servent? À une seule chose. Elles servent à contractualiser une déchéance du terme. Le prêteur demande à l'emprunteur de rembourser la totalité de son crédit. Évidemment, personne n'est dupe, ni le prêteur ni l'emprunteur. Personne n'est dupe du fait que l'emprunteur ne peut pas rembourser l'intégralité de son prêt. Mais la clause a une autre utilité. Elle a l'utilité de mettre en œuvre les sûretés sur le prêt. Et il s'agit pour le prêteur de déclencher la totalité des sûretés parce que nous sommes dans un état de défaillance, alors même, n'oublions pas, que l'emprunteur paie toujours son prêt. Donc, évidemment, nous sommes dans une situation donc, pathologique. Il s'agit de réagir très rapidement, pour une raison très simple. Le prêteur ne peut pas se permettre de se faire passer devant par d'autres créanciers que l'emprunteur. Et donc, dans cette hypothèse, toutes les stipulations contractuelles sont organisées vers cette extrême rapidité. Alors, soyons positifs et pouvons nous dire qu'il y aurait ici place à la médiation. C'est-à-dire, y a-t-il en pratique des clauses de médiation? En droit positif, sans faire du positivisme servile, y a-t-il en pratique des clauses de médiation? La réponse est négative. Il n'y a pas de clause de médiation, y compris dans la partie pathologique du contrat de financement. Il n'y a pas de clause de médiation parce que, là encore, il s'agit de conserver, il s'agit de sanctuariser un intérêt égoïste, celui du prêteur, c'est-à-dire celui qui a mis à disposition des fonds, puisqu'on est dans la phase de défaillance ou de défaillance anticipée. Alors pour autant, est-ce que la porte est complètement fermée? C'est là où il y a une lueur d'espoir, entre guillemets. Pourquoi? Parce que une fois que les sûretés ont été déclenchées, une fois que la déchéance du terme a été contractuellement prononcée au titre de ces stipulations, là encore, personne n'est dupe. Il s'agit d'ouvrir la négociation. Évidemment, sauf cas rare, ces clauses dont vous remarquerez qu'elles n'ont jamais fait l'objet de contentieux judiciaires, la pratique a trop peur que la Cour de cassation les considère comme étant déséquilibrées, abusives. Donc, nous n'allons pas aller, évidemment, affronter le feu judiciaire. Mais pour autant, est-ce qu'il y a un intérêt pour le prêteur? Car, on est bien d'accord, l'intérêt pour l'emprunteur, on le voit très bien. Mais dans un contrat de financement, ce n'est pas l'intérêt qui prime, ce n'est pas celui-ci qui prime. L'intérêt est du côté du prêteur. Y a-t-il un intérêt pour le prêteur à ouvrir une médiation, c'est-à-dire à permettre à une personne qualifiée, tierce, d'essayer de mener une négociation entre des intérêts extrêmement opposés, qui sont ceux de l'emprunteur et du prêteur, et est-ce que cette médiation pourrait servir de fil conducteur à cette négociation post-événement de défaillance significative? C'est là que le point est assez intéressant et probablement le plus prometteur en matière de financement, encore une fois, en matière de financement de fonds d'investissement ou de financement de projets ou de gros financements ou en matière de syndication bancaire, puisque je vous ai proposé d'évincer la particularité du droit de la consommation en introduction. Donc ici, en effet, il y aurait probablement un intérêt à voir se développer des clauses de médiation qui n'existent pas, ne serait-ce que par réalisme financier cette fois-ci. Parce que nous savons que les établissements de crédit sont soumis à des ratios. Les prochains qui arrivent sont les ratios Bâle 3. Et ces ratios impliquent de développer une sortie de prêt la plus correcte, c'est-à-dire la moins conflictuelle. Et c'est ici que probablement, au titre de cette réglementation, que la place du médiateur pourrait aisément être trouvée. À cela s'ajoute que les ratios
prochains des établissements bancaires seront modifiés au nom d'une directive européenne en fonction des prêts qui sont dits non couverts, c'est-à-dire non affectés de garantie, avec des prêts qui sont couverts, c'est-à-dire affectés de garantie. La proportion des capitaux des établissements financiers variera en fonction de cet élément. Et évidemment, comme il s'agit d'éviter la situation de capilotade de l'emprunteur qui serait préjudiciable à tout le monde, il me semble que, alors qu'en amont, le rôle du médiateur me semble beaucoup plus difficile, il me semble donc qu'en aval, au titre de cette situation pathologique, nous pourrions trouver aisément, probablement, un intérêt positif à la médiation, tant pour le prêteur que pour l'emprunteur. J'ai observé quand même, vous dites que cette clause permet effectivement de devancer une démarche hostile du prêteur par rapport à l'emprunteur, j'ai bien compris. Cependant, la médiation n'interdit pas forcément ce qui est la motivation première de l'emprunteur, c'est de prendre des mesures conservatoires et des sûretés. Il n'est pas interdit d'envisager la médiation tout en prenant des garanties à l'encontre de l'emprunteur défaillant. Pardon, du prêteur défaillant. Emprunteur défaillant. Oui, l'emprunteur défaillant, c'est Madame Rohr-Messager qui m'enduit d'erreur. Elle m'enduit d'erreur. Merci beaucoup. Oui, alors c'est précisément le point. C'est-à-dire que, de toute façon, il y a une réalité pratique. Dans aucun contrat de financement, et je parle évidemment sous le contrôle des éminents médiateurs qui sont ici, dans aucun contrat de financement, nous irons vers une médiation avant d'avoir déclenché les clauses. Il est évident que ces clauses seront déclenchées, directement déclenchées, parce qu'il ne s'agit pas de mesures conservatoires. L'emprunteur est considéré comme étant défaillant, donc il ne pourra de toute façon pas rembourser l'intégralité du service de la dette. Donc évidemment ici, les sûretés seront déclenchées et c'est postérieurement au déclenchement des sûretés finalement que la négociation s'ouvre. Elle s'ouvre sur deux terrains. Personne, là encore, ne se trompe, c'est une chimère, mais personne ne se trompe sur l'idée qu'elle s'ouvre sur le terrain de la restructuration de la dette et elle s'ouvre sur le terrain de la restructuration des sûretés et éventuellement un nouvel apport de fonds et éventuellement une nouvelle perspective pour l'emprunteur. Mais attention, et je suis d'accord avec vous, Monsieur le Président, mais bien sûr que la médiation, mais elle interviendra après, dans cette phase de négociation, si tant est qu'elle puisse s'ouvrir. Parce que si c'est de dire qu'on refait l'histoire en disant que le contrat de prêt est un contrat de collaboration, c'est une uchronie. Bien évidemment pas. Le contrat de prêt n'est pas un contrat de collaboration. L'histoire n'est pas dans ce sens. Donc, il est évident qu'en effet, on peut ouvrir, on pourrait ouvrir, mais je suis assez dubitatif, non pas en termes de principe, mais en termes de pratique. Je suis assez dubitatif sur la possibilité d'inviter un médiateur. Pourquoi ? Parce que même en période en amont, n'oublions pas une chose, c'est que celui qui tient la plume et qui a, entre guillemets, le bouton nucléaire, c'est quand même le prêteur. Il a déclenché la totalité des sûretés et il s'agit de les déclencher avant d'arriver au tribunal, avant d'arriver à une procédure de sauvegarde. Alors, il y a des personnes ici qui comprendront l'allusion, c'est l'affaire Cœur Défense. Nanterre. L'affaire Cœur Défense est l'archétype d'une situation où les clauses ont été déclenchées et ensuite, parce qu'elles n'ont pas été correctement déclenchées, c'est parti en procédure de sauvegarde. Mais si elles sont correctement déclenchées, en principe, on doit arriver à réaliser les sûretés avant que la procédure de sauvegarde. Et si vous ouvrez la médiation, est-ce que, pratiquement, l'emprunteur ne va pas profiter du temps de cette médiation pour courir vers le tribunal de commerce et demander la sauvegarde, ce que le prêteur veut à tout prix éviter?
Non, mais je me veux volontairement provoquant. Bien. Mais j'espère que de ces débats, l'idée naîtra d'insérer une clause de médiation. Je ne crois pas qu'en amont, elle soit imaginable, mais en aval, probablement. Oui, je voulais intervenir simplement pour vous dire que quand je vous entendais, j'avais plus envie d'être médiateur, mais de redevenir avocat. Parce que, en étant avocat, quand on a des clients qui sont les pauvres emprunteurs et qui se retrouvent face à des ruptures abusives de contrats, qui se retrouvent comme les clients de BNP Paribas, Helvète, IMO, avec des pratiques qui n'étaient pas extrêmement catholiques, si je puis dire, entre guillemets, sachant que la banque vient d'être lourdement condamnée à des sommes considérables sur l'action des emprunteurs, je me dis que peut-être cette banque aurait mieux fait d'initier une médiation. Donc je ne suis absolument pas d'accord avec vos propos qui font froid dans le dos quand on est l'avocat des emprunteurs. Ah mais, je suis bien d'accord avec vous, mais j'avais posé les termes du débat. Je me faisais avocat du diable. Donc le débat était pro-prêteur, en tout cas mon discours volontairement provoquant. Et je voudrais ajouter qu'à l'occasion de la grande crise immobilière des années 90, le président du tribunal de commerce de Paris, Michel Rouget, avait eu l'intelligence pour éviter que les banques soient poursuivies en banqueroute frauduleuse pour fourniture de moyens absolument abyssaux à des promoteurs qui en avaient bénéficié eux aussi et qui avaient des encours encore plus abyssaux. Il avait mis en place la procédure de conciliation qui permettait de se mettre autour d'une table, et j'étais l'avocat d'une banque à l'époque spécialisée dans l'immobilier, donc on était bien heureux d'avoir une conciliation, médiation, enfin, de pouvoir parler sans que les garanties aient été déclenchées, parce que de toute façon, il y aurait eu un effet boomerang et la situation eût été encore pire. Voilà. Bien sûr. Mais de toute façon, ces clauses, encore une fois, ces clauses sont à la totale détermination du prêteur. Donc il peut largement ne pas en user, voire en abuser. Simplement, je voulais faire un état des lieux qui soit volontairement provoquant, mais en montrant deux possibilités. L'impossibilité, me semble-t-il, pratique, mais évidemment, je suis le vilain petit canard ou l'empêcheur de faire de la médiation en rond. La situation prophylactique où, de toute façon, me semble-t-il, mais je suis prêt à être largement et avec plaisir contredit en matière de remise de fonds. Par hypothèse, si j'ai pas envie de prêter, je prête pas et aucun médiateur ne pourra m'y forcer. En revanche, une ouverture sur le côté pathologique, oui, là il y a une place évidente, mais à la condition que celui qui détient le pouvoir de réaliser les sûretés, vous le lui laissiez pour après discuter, me semble-t-il.